Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, je remercie les États-Unis et le Panama d'avoir convoqué et organisé cette réunion d'urgence, ainsi que le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, pour son engagement constant à la cause de mon pays. Je remercie particulièrement la sous-secrétaire générale, Madame Martha Pobi, pour son briefing de ce matin. Monsieur le Président, l'Est de la République démocratique du Congo subit depuis trop longtemps la guerre. À partir de 2021, l'agression de la coalition RDF M23 a plongé nos provinces dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés. Le pic a été atteint en janvier et février 2025 lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et les terroristes de l'AFC M23. Par sa résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, votre Conseil a exigé le retrait immédiat du M23 et de la RDF et la fin de tout soutien rwandais. Or, ces dispositions restent jusqu'à ce jour lettre morte. Alors que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique qui ont créé les conditions de dialogue favorables à la conclusion, le 27 juin 2025, à Washington, d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Accord qui prévoit le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif sur le respect de l'intégrité territoriale et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme d'un accord préliminaire au terme duquel les parties s'engagent à travailler ensemble pour trouver une solution pacifique au conflit. Le document énonce les bases et les valeurs fondamentales qui guideront les actions des parties concernées dans le cadre de ce processus de paix. Il vise à établir un cadre pour les négociations futures et à définir les objectifs communs à atteindre pour la paix et la stabilité dans la région. Je voudrais saisir également cette opportunité pour remercier l'État du Qatar pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. J'en veux pour preuve l'effet ci-après. Tenez, au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par la coalition AFC M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025. 2. Les informations recueillies par les services compétents, corroborées notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement.
Pour la seule période du 2 juillet au 2 août 2025, ces exactions se sont accompagnées de violations graves comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 actes de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Troisièmement, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés de population et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo, faits qui ont été confirmés ce matin par le briefing de Mme Pobi. Monsieur le Président, ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais, de condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées sur le territoire congolais. En défendant sa propre résolution 2773, le Conseil protégera les civils, rétablira la crédibilité du processus de paix et imposera enfin la reddition des comptes. L'histoire récente de ce Conseil regorge de précédents où des sanctions ciblées ont été décidées contre des partis engagés dans des processus de paix dès lors qu'elles les sabotaient par des massacres et des violations massives. Le Conseil a déjà démontré que les sanctions ne sont pas contraires à la paix, mais au contraire nécessaires pour la rendre possible. Il n'y a aucune raison que le cas de la République démocratique du Congo fasse exception. En refusant d'imposer de telles mesures contre le M23 et ses soutiens rwandais, le Conseil s'exposerait à cautionner l'impunité, à miner sa propre résolution 2773 et à éroder sa propre crédibilité et légitimité. Aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et demeure au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil de sécurité ne saurait demeurer spectateur devant l'enracinement de l'impunité. La justice et des sanctions rigoureuses constituent des conditions préalables et non accessoires à tout règlement durable et équilibré du conflit. Pour la République démocratique du Congo, la priorité demeure la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère, comme cela a été le cas depuis bientôt 3 décennies. J'invite donc le Conseil de sécurité, organe principal des Nations Unies, en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de bien vouloir veiller à la mise en application intégrale des dispositions de sa résolution 2773 du 21 février 2025. Dans cette optique, les garants de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha devraient être encouragés à s'activer davantage pour mettre un terme définitif à cette guerre insensée qui cause d'indicibles souffrances aux populations congolaises vivant dans les zones sous contrôle de la coalition RDF-AFC M23. Dans ce contexte,
le gouvernement appelle avec la plus grande insistance le Conseil de sécurité à assumer pleinement sa responsabilité en mobilisant sans délai tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A/HRC RES/S/37/1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Il est impératif que cette commission établisse toute la vérité sur les crimes commis dans ce contexte d'agression, identifie sans ambiguïté leurs auteurs, commanditaires et complices, et veille à ce qu'ils soient traduits en justice. Elle devra également recommander des mesures de responsabilisation, y compris la transmission d'éléments au comité de sanctions du Conseil, afin que ces conclusions débouchent sur des décisions contraignantes et contribuent à empêcher la répétition de toutes sortes de massacres, en ce compris les massacres à caractère ethnique. Je vous remercie. Agradezco. Je remercie la République démocratique du Congo de sa déclaration et je donne à présent la parole au Rwanda. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir convoqué la présente séance et je remercie la sous-secrétaire générale de sa présentation. Et je vous remercie tous et toutes, mesdames et messieurs, de vos déclarations. Le Rwanda réitère son plein et entier soutien envers les efforts de paix actuels, notamment les volets de Washington et de Doha. Parvenir à une paix pérenne passe par l'engagement et une attitude constructive de toutes les parties. Nous remercions les États-Unis d'Amérique, le Qatar et les dirigeants de la région de leurs remarquables efforts en la matière. Preuve concrète de sa volonté politique, le Parlement rwandais a ratifié à l'unanimité l'accord de paix de Washington le 29 juillet 2025. Les processus de Washington et de Doha, ainsi que le cadre CAE-SADC sous coordination de l'Union africaine, représentent une occasion sans précédent de s'attaquer aux causes profondes d'une crise en mettant l'accent sur les résultats. Le conflit en RDC touche la sécurité et la situation humanitaire au Rwanda. Des vagues de violence et de discrimination ont poussé plus de 100 000 réfugiés au Rwanda. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Pendant 30 ans, le Rwanda a défendu sa population face aux attaques d'FDLR appuyées par Kinshasa et leurs affiliés. Il est donc dans l'intérêt vital du Rwanda que la RDC soit pacifique et bien gouvernée, que les causes profondes du conflit soient réglées et que l'on parvienne à une paix pérenne et à la prospérité. Voilà pourquoi les processus de Washington et de Doha sont absolument essentiels. Voilà également pourquoi le Rwanda prie le Conseil de sécurité de pleinement appuyer ses efforts et d'exiger de toutes les parties qu'elles rendent des comptes. Monsieur le Président, la séance de ce jour survient alors que sont proférées de graves allégations fallacieuses à l'encontre de mon pays. Le Rwanda est prêt à coopérer avec toute enquête crédible et indépendante, comme nous l'avons fait par le passé, y compris dans le cadre de la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme dans la région. S'agissant du massacre de civils qui aurait lieu à Rutshuru, les premiers rapports étaient contradictoires, vagues, voire carrément implausibles. Seule une enquête indépendante et impartiale permettra au Conseil d'être saisi de faits fiables. Il s'agit ici de défendre la crédibilité même de ces entités. Nous mettons en garde le Conseil de sécurité face au risque de mésinformation et de désinformation, y compris de la part d'acteurs qui pourtant devraient
afficher le plus haut professionnalisme. Nous sommes particulièrement préoccupés par une tendance qui existe depuis longtemps de rapports sélectifs s'agissant des droits humains en RDC où les victimes sont présentées comme les auteurs de crimes et vice-versa. Alors que l'on se concentre excessivement sur les violations présumées de l'AFCM 23, le Bureau conjoint des droits humains des Nations Unies et autres acteurs ont systématiquement fait fi des atrocités incontestables et avérées commises contre les civils à Minembwe au sud Kivu, à Nturo sur le territoire de Masisi et dans l'Ituri, y compris les frappes de drones contre des zones civiles en violation du droit international humanitaire, les arrestations arbitraires, les détentions massives en raison de l'appartenance ethnique, des humiliations publiques ciblant des communautés spécifiques et la propagation de discours déshumanisants dans les écoles et les lieux de culte. En entendant les déclarations de certaines délégations dans cette salle, je me rends compte qu'il y a une désinformation organisée qui a de lourdes conséquences, plus lourdes encore que nous ne l'avions pensé. Il n'est nullement question de l'appartenance ethnique des soi-disant victimes. Le rapport dit que l'information a été transmise par téléphone et satellite. Est-ce que la vérification de l'appartenance ethnique s'est faite par téléphone et satellite? Le Conseil de sécurité tombe dans le piège de l'idéologie d'une ethnisation de la situation à RDC. Appeler à la tenue d'une enquête, ce n'est pas trop demandé. Enquêtez. Faites le minimum. Demandez aux auteurs du rapport initial de faire un peu plus. Il y a une délégation qui a dit à juste titre que les êtres humains ne sont pas des statistiques. Or, pour le moment, ils sont traités comme une simple statistique. Qui sont les victimes dont on parle? Comment avez-vous déterminé leur appartenance ethnique? Ce sont des questions fondamentales que doit poser le Conseil de sécurité. Ce n'est pas un hasard que ces campagnes surviennent à un moment politiquement sensible tel que maintenant, à un moment où les partis s'apprêtent à revenir à la table des négociations à Doha et commencent à mettre en œuvre l'accord de paix de Washington, y compris l'accord sur la neutralisation des FDLR appuyé par la RDC. Ce groupe est le principal responsable de conflits, des violences et des violations des droits humains à l'est de la RDC. La sélectivité sape la crédibilité des rapports de l'ONU et l'application véritable du principe de responsabilité. C'est une question qui a été officiellement soulevée par le Rwanda au Conseil de sécurité et auprès du secrétaire général à maintes reprises. Le Rwanda est vivement préoccupé par les violations récurrentes du cessez-le-feu commises par les forces de la RDC ces dernières semaines, y compris par le Wazalendo et les unités des FDLR appuyées par la RDC qui obéissent aux ordres du gouvernement de la RDC. Nous sommes préoccupés également par les rapports sur les renforts militaires à Uvira et dans d'autres zones et les conséquences que cela a sur l'engagement de la RDC envers le processus de paix. En outre, la RDC et certains pays ayant des intérêts historiques n'ont fait que minimiser ou dissimuler même l'existence et la dangerosité des activités des FDLR appuyées par la RDC. Le M23 appuyé par le Rwanda, et je cite, c'est quelque chose qui a été dit à maintes reprises, mais personne n'a parlé des FDLR appuyés par Kinshasa. Est-ce faute de preuves que les FDLR sont appuyés par le gouvernement de Kinshasa? Je sais que vous avez une méthode de travail au Conseil de sécurité où vous adoptez un certain libellé. Mais n'y a-t-il pas de critères objectifs à l'heure d'adopter un libellé? Est-ce que ce sont les preuves qui manquent? Même dans vos propres rapports, le gouvernement de Kinshasa appuie les FDLR. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont? Permettez-moi de vous rappeler qui sont les FDLR. Les FDLR
sont le reliquat de ceux qui tuaient des dizaines de milliers de personnes chaque jour en 94 quand vous avez adopté la résolution 1912 pour retirer les forces de l'ONU du Rwanda. Ils ont continué de tuer chaque jour 10 000 personnes quand vous avez adopté la résolution 929 pour leur permettre de fuir vers la RDC. Ce sont ces mêmes personnes qui continuent de chercher à atteindre leur objectif. Oubliez les capacités militaires. Moi, je parle de leur objectif, de leur intention. Dans l'esprit de la Convention de 48, c'est quelque chose qui doit concerner le Conseil de sécurité. La question des FDLR, dans vos déclarations, revient à être une arrière-pensée presque. Ce n'est pas acceptable. C'est au cœur même du problème en RDC. Ça doit être traité en tant que tel. Nous sommes également déçus de voir que la RDC n'a pas accepté de lancer le concept d'opération afin de neutraliser les FDLR appuyés par Kinshasa lors de la première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, le CETUD, mais nous continuons d'espérer qu'il sera possible de rectifier le tir lors de la prochaine séance. Au nom de mon gouvernement, sachez que le Rwanda sait ce qu'il faut faire pour honorer nos engagements en vertu de l'accord de Washington et ce qu'il faut faire pour parvenir à pérenniser la paix dans la région et à l'est de la RDC. Avant de conclure, permettez-moi encore de faire une déclaration d'ordre général. Alors, en effet, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas négociable. Il en va de même pour l'intégrité territoriale des voisins de la RDC, le Rwanda y compris. L'intégrité territoriale et les obligations de tout membre de l'ONU supposent un traitement équitable des citoyens. La souveraineté est assortie d'obligations. La RDC doit cesser de maltraiter ou de traiter une partie de sa population comme des citoyens de deuxième zone. Et le Conseil de sécurité doit assumer son obligation de défendre ce principe fondamental de l'ONU. Tout être humain doit bénéficier d'une protection sur un pied d'égalité. Le Conseil doit rappeler que toute victime et victime potentielle doit pouvoir attirer votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 21 février 2025, lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni dans cette salle pour adopter sa résolution 2773, l'atmosphère qui s'est dégagée de cette salle suggérait que le Conseil de sécurité se réservait le droit de revenir ici, évaluer le degré de la mise en œuvre de sa résolution 2773 et prendrait des mesures conséquentes en cas de non-exécution des obligations par l'une des parties. Aujourd'hui, je crois que la tâche qui vous est réservée, c'est justement celle-là. Vous avez constaté, ainsi que tous les organismes du système des Nations Unies, les rapports nous en ont été faits ce matin, que c'est le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui mettent en mal l'exécution de la résolution 2773, ainsi que les différents accords qui ont été conclus jusque-là. Le Conseil devra donc prendre ses responsabilités. Je voudrais revenir sur un seul point, Monsieur le Président. Il n'est pas étonnant que le Rwanda remette en cause le rapport sur les massacres commis par le M23. Cela fait partie de l'ADN du Rwanda. Ils agissent
par le M23 interposé et le soutiennent. Aujourd'hui, le Rwanda voudrait mettre sur le même pied d'égalité ce qu'ils appellent le soutien de la RDC aux FDLR. Mais ce sont des railleries. Nous avons vu, lors de la chute de Goma et de Bukavu, les images existent, les satellites ont démontré, les colonnes de troupes rwandaises pénétrant la ville de Goma en pleine journée. Et où est-ce qu'on a vu les FDLR soutenus par l'armée congolaise quelque part? Ça n'existe pas, c'est un leurre. Nous savons que le Rwanda est au Congo pour exploiter les minéraux du Congo. Ça, c'est connu de tout le monde. Les différents rapports l'ont toujours démontré. Nous n'allons pas vous retenir longtemps. Vous êtes suffisamment édifiés sur cette question. Nous pensons que les mensonges n'ont plus droit de citer devant cet auguste Conseil de sécurité. Monsieur le Président, j'ai dit, je vous remercie. Je ne reprendrai plus la parole. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, je rappelle que le Rwanda va se conformer à ses engagements dans le cadre de l'accord de Washington. S'agissant de la résolution 2773, elle stipule ce que doit faire le gouvernement de la RDC. Et je ne vais donc pas répéter comment la RDC appuie les FDLR, étant donné qu'il y a de nombreuses preuves disponibles pour le Conseil et les Nations Unies. S'agissant des minerais et minéraux, eh bien, si vous pouvez confirmer que les troupes du Rwanda peuvent se rendre à pied en RDC, eh bien, vous devriez aussi pouvoir confirmer que nous disposons des mêmes ressources sur notre territoire. Délégation de Rwanda. Je remercie la délégation du Rwanda de cette dernière déclaration. Il n'y a plus d'autres demandes de parole. La séance est levée.